Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, contribution à l'effort de guerre, la ville de Douala mobilise près de 208 millions de francs CFA pour soutenir nos forces armées actuellement au front contre Boko Haram. Cette somme a été collectée ce jour en présence du gouverneur de la région du littoral. Et à l'étranger, encore une fusillade à Ferguson dans l'état du Missouri aux États-Unis. Un regroupement raciste a été été dispersé par des coups de feu qui ont fait 2 blessés graves côté policiers. La ville actuellement en émoi. Une veillée aux chandelles a d'ailleurs été organisée devant le commissariat attaqué. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Eh bien, dans la ville de Douala, que cela s'est passé ce jour, eh bien, entrepreneurs, commerçants et bien d'autres habitants de la capitale économique du Cameroun ont collecté la rondelette somme de 207 540 000 francs CFA. C'est pour contribuer à l'effort de guerre. Alors que Joseph Betty Assomo, le gouverneur de la région du littoral, garantit que les contributions parviendront bien à leurs destinataires, eh bien, quelques entreprises ont tenu à prendre quelques précautions, comme on peut d'ailleurs le constater dans ce reportage de Jean Djonipek et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des billets de banque et des chèques pour une valeur totale de 207 540 000 francs CFA, ainsi que d'autres contributions pour soutenir les soldats au front contre Boko Haram. La ville de Douala s'est mobilisée sous l'impulsion du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Les chefs d'entreprise, les commerçants, les journalistes et bien d'autres couches de la société ont tenu à répondre à l'appel. Les contributions varient de 5 000 à 50 millions de francs CFA. Lorsqu'une nation est agressée, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, nous devons nous mobiliser. Et chacun de nous a le devoir, en principe, de participer à cet effort de guerre. Nous sommes au marché Congo, nous sommes là, nous faisons des affaires. Sans la paix, il ne peut pas avoir affaire. Personne ne peut être en dehors de cette guerre. Parce que si tu es en dehors de cette guerre, c'est la guerre qui te rattrape. Chacun est obligé de contribuer. Sinon, il met sa propre sécurité en cause. Si chaque contributeur a la ferme conviction que l'argent et le matériel collecté parviendront aux bénéficiaires, certains n'ont quand même pas hésité à prendre les mesures nécessaires. Dans chaque carton, on a pris le soin déjà d'estampiller toutes les lampes non Boko Haram. Donc ces lampes qui vont se retrouver dans le commerce ou chez quelqu'un, en principe, demain, il sera assez facile qu'on puisse savoir que cette lampe elle a été donnée en don pour nos soldats qui sont au front. Le gouverneur de la région du littoral affirme que tout est mis en œuvre pour que ces contributions parviennent aux destinataires. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que la traçabilité et la transparence de cette opération ne souffrent d'aucune tâche. Nous pouvons vous assurer que ce que nous avons reçu va être acheminé par les voies les plus rapides, n'est-ce pas, aux troupes suivant les directives du gouvernement. Les contributions qui se poursuivent dans les autres départements du littoral restent également ouvertes dans le Vouri. 28e journée mondiale des consommateurs, l'événement se célèbre ce 13 mars et dans la ville de Douala, des leaders d'associations de lutte pour la défense des droits des consommateurs disent ne pas recevoir assez de soutien de la part des pouvoirs publics. La conséquence étant que les attentes ne sont pas du tout à la hauteur des différents moyens mis donc à contribution pour prévaloir les droits des consommateurs. Ils réagissent dans ce reportage de Séverin Touban et Flavien Valondongo. La plupart des produits de consommation courante vendus dans nos marchés sont impropres à la consommation. Exposés à même le sol et parfois sur des étals pleins de poussière. Et c'est le consommateur final qui paye le prix. Faute de comptoir adéquat. Et ce n'est pas le commerçant qui construit les comptoirs. C'est bien sûr la tutelle qui est la communauté urbaine de Douala. Les marchés qui sont à 95% vivres frais comme le marché Sandaga ne devraient plus avoir ce statut où les vivres frais sont retrouvés à même le sel. Où sont passées des associations des droits des consommateurs pour décrier la situation? Et pourtant, la Journée mondiale des droits des consommateurs met un accent cette année sur une alimentation saine. Occasion pour les mal-aimés des consommateurs de justifier leur incapacité de mobilisation pour cette cause juste. Nous avons ensemble demandé au pouvoir public avec qui nous travaillons de prendre des dispositions nécessaires
pour que les réformes du gouvernement, notamment le DSE, le programme d'urgence, que ça soit mis en place pour que le consommateur puisse entrer dans ce droit. L'une des raisons, c'est aussi ces agressions tarifaires que les consommateurs sont victimes aujourd'hui. Hier, c'était le carburant, le taxi, et ça a eu un impact sur la vie sociale, notamment le panier de la ménagère. Les responsables associatifs ajoutent par la suite que l'absence de collaboration ainsi que l'inertie des pouvoirs publics sont des éléments qui plombent leurs activités. Conséquence, la hausse des prix des marchandises et la contrefaçon dictent leurs lois en toute quiétude. Non, nous n'augmentons pas les prix d'une manière unilatérale. Le problème est ailleurs. C'est les producteurs qui, unilatéralement, je peux le dire, augmentent les prix des denrées. Ils nous ont dit que tout est devenu cher. Les engrais sont devenus chers. Croyez-vous que le producteur pourra s'en sortir? Il faut un apport des pouvoirs publics. Malgré quelques efforts des pouvoirs publics, les consommateurs ne cessent de subir des agressions de toutes sortes, à telle enseigne que le client n'est plus roi. En matière de financement des soins de santé, il faut dire que l'Afrique centrale et par ricochet, le Cameroun dépendent encore très largement de la Banque mondiale. C'est du moins le constat fait hier dans la ville de Douala par les associations africaines promotrices des observatoires indépendants de suivi des politiques publiques en matière de santé. Plus de précisions avec Alex Djongan et Oriol Choumi. Dans la plupart des États d'Afrique centrale et occidentale, 80% du financement des soins de santé proviennent des partenaires extérieurs, notamment le Fonds mondial. L'accès aux soins et services de santé dans ces pays fait face à de nombreux obstacles. Les services qui y sont donnés ne sont pas toujours à la hauteur des normes qui sont retenues par l'OMS et par les dispositifs qui sont mis en place dans les pays. Nous pouvons également citer l'absence des médecins sur les sites de traitement. Parfois, les malades vont sur les sites et les médecins n'y sont pas présents. Donc, il y a l'absence des médecins. Il y a également aussi la mauvaise organisation des services qui fait que, par exemple, les malades qui doivent être, par exemple, reçus dans un délai de 30 minutes, le soin peut être 4 heures, 5 heures de temps après. Pour les membres des observatoires réunis à Douala, chaque pays doit de nos jours être à même de garantir l'accès aux soins de santé à son peuple. Le financement de la lutte aujourd'hui dépend majoritairement, c'est-à-dire en grande partie, des financements mis à disposition par le Fonds mondial. Imaginez-vous aujourd'hui, si le Fonds mondial arrête d'accompagner nos États africains, les malades, 90% des malades mourir. C'est suicidaire pour nos pays. C'est vraiment suicidaire. Dans ces deux régions du continent noir, le pays des hommes intègres et le Bénin sont sur la bonne voie. Mais d'une manière globale, beaucoup reste à faire. Il y a certains pays comme le Burkina où il y a un engagement politique fort sur les questions d'amélioration de l'accès aux soins, ou le Bénin où il y a aussi cet engagement politique fort. Mais de manière stricte, il n'y a presque pas d'avancée dans cette région d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest sur ces questions-là. L'association Positive Generation, le CERADIS et le réseau Accès aux médicaments essentiels se réunissent ainsi pour la première fois pour implanter et renforcer les dispositifs d'accès aux soins, capitaliser les bonnes pratiques et, entre autres, partager leurs expériences d'observation sur l'application des droits à la santé tels que définis par le Fonds mondial. En politique, l'Union des populations du Cameroun en campagne de séduction dans la région de l'Est Cameroun. L'objectif visé par le parti des crabes est de ramener les anciens militants à la maison et convaincre également les nouveaux dans la perspective des prochaines échéances électorales. Et pendant cette campagne, un bureau local a été installé dans la localité d'Abomban. Le reportage de Benjamin Essam. C'est à Abomban, chef-lieu du département du Oignon, région de l'Est, que l'âme immortelle du Cameroun a choisi de déposer ses valises. Pour les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun, la région de l'Est est l'un des berceaux de l'UPC, ce qui justifie son choix. Si vous avez repris l'histoire de l'UPC, vous verrez que beaucoup de gens de l'Est ont payé le prix fort pour le combat de l'UPC. Donc nous avons voulu rendre hommage aussi à ceux de l'Est qui ont payé le plus fort pour l'UPC. Ici à côté, il y a Loumié. Loumié, c'est un héros. Nous l'avons fêté lors de la semaine des martyrs en septembre dernier. Et nous avons voulu rendre hommage à ceux qui, ici à l'Est, ont voulu faire ça. Cette tournée qui se poursuivra dans tous les autres chefs-lieux du département permettra à l'UPC de reconquérir son espace politique.
Nous épanouir sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous a fait défaut de par le passé. Et nous allons passer dans tous les chefs-lieux des départements. Je dis bien tous les chefs-lieux des départements, il y en a plus de 50. Nous allons les faire. Donc, il fallait bien commencer quelque part, on a commencé par la bombe. L'UPC dans la région de l'Est voudrait aussi apporter aux militants le plus grand message de l'heure, celui de la sauvegarde de notre intégrité territoriale. La paix qui est menacée par une agression extérieure et terroriste, et agression contre laquelle nous demandons que la nation se lève comme un seul homme, qu'elle se mobilise, qu'elle se rassemble, parce que la lutte contre le terrorisme ne se remporte pas seulement sur le champ militaire, mais aussi dans la vie de la nation. Le bureau du comité local d'organisation installé par le président national aura pour principale mission l'implantation et l'expansion de l'UPC dans le Oignon. Il ne faut plus qu'on ait des fausses structures de l'UPC par des gens manipulés par des gens qui veulent s'approprier le pouvoir à l'intérieur de l'UPC. Il faut que les élections, si nous voulons la démocratie pour le pays, il faut commencer à l'intérieur du parti lui-même. Restons dans la région de l'Est Cameroun avec ces nouveaux délégués régionaux récemment nommés qui ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le gouverneur de la région de l'Est. Samuel Dieudonné Iva Dibois leur a d'ailleurs recommandé la célérité au travail, une franche collaboration ainsi que la pratique de la bonne gouvernance. Retrouvons une fois de plus Benjamin Essam. Ils sont au nombre de 12 délégués régionaux y assimilés et récemment nommés dans le soleil levant. Cérémonie élargie au chef de service et chargé d'études, nommé le 3 février 2015 dans les services du gouverneur par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces derniers sont jeunes et appartiennent à la cuvée des 25 000. Les uns et les autres ont été appelés à une mission de travail et de résultats. Pour ce faire, chaque délégué régional devra scrupuleusement mettre en œuvre la feuille de route de son administration. La fonction publique, la culture, la communication, les affaires sociales, au Minépat et toutes les autres délégations régionales doivent travailler main dans la main et veiller au respect de la hiérarchie. Célérité dans le traitement des dossiers. Il est question pour nous au niveau régional d'organiser les concours administratifs en respect des textes en vigueur. Et pour respecter ces textes, effectivement, il est question de travailler en parfaite collaboration avec tous les partenaires qui sont sollicités dans l'organisation des concours administratifs. Le gouverneur de l'Est qui place pleine confiance en ses responsables administratifs rompus à la tâche, les exhorte à la bonne gouvernance et à tourner le dos à la corruption. Samuel Dieudonné Iva Dibois les a aussi mis en garde contre le laxisme et l'inertie, des maux qui gangrènent l'administration à l'Est. Rendons à présent en Banga, c'est une localité située dans le département du Mungo où les habitants disent avoir soif, la raison étant qu'aucune goutte d'eau n'a coulé de la robinet depuis plusieurs semaines. Et cette absence d'eau potable n'est pas le seul désagrément que l'on note dans la ville de Banga. On parle également de ces multiples coupures intempestives de l'énergie électrique. Céline Djemba et Nadine Yambou ont fait le déplacement de Banga. Suivez plutôt. Les populations de la ville de Banga dans le Mungo broient du noir. Déjà plusieurs semaines sans électricité. Ces habitants ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a beaucoup de coupures à Banga. C'est vraiment chaud. Les activités tournent au ralenti. Certaines boutiques ont d'ailleurs fermé leurs portes. Des commerçants se plaignent du manque à gagner. Dans un peu de travail, on ne peut pas facilement gagner avec ça comme ça. Moi-même, je n'arrive pas à m'en sortir parce que mes caisses, pour les mêler, l'usinage à la machine est souvent bloqué. Et puis les familles qui viennent se plaindre pour les cercueils qui n'ont pas été livrés à temps, on est menacé de lynchage parce que pourtant on paye bien nos factures. Mais en plus des coupures intempestives d'électricité, c'est l'eau potable qui a cessé de couler des robinets. Ça fait 6 jours aujourd'hui que nous ne buvons pas l'eau. On ne lave même pas les habits comme d'habitude. Ces populations sont obligées de parcourir de longues distances pour se ravitailler en eau dans des points de forage.
Les vendeuses d'eau profitent pour en faire de bonnes affaires. Il y a trop de coupures d'eau. C'est ce qui nous pousse à vendre de l'eau. Sinon, qu'est-ce qu'on va boire? Le manque de route vient aussi rallonger la liste des problèmes des habitants de Banga. Face à toutes ces difficultés, le premier adjoint au maire tente de rassurer les populations. Le projet du maire, avant qu'il ne soit installé à la tête de la commune, quand vous voyez son programme d'action, tout a été énuméré. Il va aménager les routes qui va amener les populations à sortir des produits de leurs champs. Ceci va arriver en bon Dieu, parce que j'en parlais avec lui la semaine passée. Il a dit qu'il est en train de voir tous les moyens qu'il fera pour améliorer les conditions de vie des populations. Selon des habitants, ces promesses tendent toujours d'être matérialisées. De Mbanga, nous vous amenons à présent à Tchang, c'est le chef-lieu du département de la Ménois, où les questions d'assainissement et d'insalubrité étaient au centre d'une conférence organisée dans cette ville. Question pour les experts de trouver des voies et moyens pour assurer un meilleur service en matière d'hygiène, d'assainissement et même d'approvisionnement en eau potable. Plus de précisions avec Leclerc Tsakem et Viviane Kamoa. Ce point d'eau potable, situé dans un quartier de Tchang, est l'un des rares à plusieurs kilomètres à la ronde. Pour se ravitailler en eau, les populations sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres à pied. Les problématiques que vous avez ici en Afrique ne sont pas celles de Nantes Métropole dans la distribution de l'eau. Et pour nous, c'est essentiel de permettre justement ces questions d'échange d'expérience et que chacun puisse apporter ses points forts et enrichir les autres. À ce problème se greffe la mauvaise gestion des déchets et l'insalubrité. C'est dans ce cadre qu'un atelier d'évaluation des problèmes auxquels font face les communes du Sud vient de se tenir à Tchang, dans le but de sensibiliser les populations sur les enjeux d'une bonne hygiène publique. Et que la volonté, c'est surtout de pérenniser déjà les acquis et de pouvoir un peu continuer et toujours à apporter un meilleur service à la population. Le programme donc, c'est surtout le service à la population et permettre à des collectivités locales d'assumer les compétences en matière d'eau, d'assainissement, déchets, avec toute la question de la gouvernance locale, des finances, des personnels, etc. En marge des travaux, Marie-Hélène Nedelec a tenu à saluer l'action des forces armées camerounaises dans la lutte contre Boko Haram. Le comité de pilotage donc, qui s'est tenu à l'hôtel de ville de Tchang, s'est achevé sur une note de sensibilisation sur les enjeux de l'hygiène publique. Des nouvelles au-delà de nos frontières à présent. L'enquête est toujours en cours aux États-Unis pour identifier les responsables de la fusillade de mercredi dans la ville de Ferguson. C'est dans le Missouri qui a fait 2 blessés graves côté policier. La ville est toujours en émoi et une veillée aux chandelles a d'ailleurs été organisée devant le commissariat attaqué. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Ils sont venus prier ici même sur les lieux du drame en hommage aux 2 officiers gravement blessés. Nous sommes tous ici pour nous souvenir que nous sommes tous liés et que tant que nous ne reconnaîtrons pas l'humanité de chacun, nous ne pourrons pas penser nos blessures. Mercredi soir, un rassemblement contre le racisme était organisé ici même, mais lorsque les dizaines de manifestants commençaient à se disperser, 3 coups de feu ont retenti. Devant le commissariat, 2 policiers sont au sol. Une attaque fermement condamnée par les autorités. Les États-Unis sont prêts à mettre à disposition tous les moyens d'investigation, le département de la justice, le FBI, pour résoudre cette affaire et pour punir les responsables. L'été dernier, Ferguson s'était embrasé après la mort de Michael Brown, cet adolescent noir abattu par un policier blanc. Depuis, une enquête fédérale a mis en avant les pratiques racistes des autorités dans cette ville à majorité noire. Toujours à l'étranger, en Irak, l'assaut pourrait être donné prochainement sur Tikrit. Des milliers de soldats irakiens assiègent en ce moment la ville. Ils peuvent compter sur l'appui des milices chiites pour reconquérir l'ancien fief de Saddam Hussein tombé aux mains des djihadistes au mois de juin dernier. La population, quant à elle, craint des représailles. Retrouvons une fois de plus nos confrères de France 24.
Tikrit aux mains de l'organisation de l'État islamique. Alors pour reprendre la ville, l'Irak a mobilisé 30 000 soldats et compte sur le soutien de milices chiites soutenues par l'Iran. Ces groupes armés arrivent du sud de Tikrit et ont repris des villages sunnites des alentours comme Al-Bouagil, des villages qu'ils détruisent comme si leurs habitants étaient forcément de mèche avec les djihadistes. Quand les milices chiites sont arrivées, elles se sont mises à brûler, piller et à faire exploser des maisons et des commerces. Des gens issus de plusieurs tribus ont sans doute rejoint l'organisation de l'État islamique, notamment des gens d'Al-Bouagil. Mais ce n'est pas une raison pour accuser une tribu complète, composée de 40 000 personnes. Cette inquiétude est partagée par le Premier ministre irakien lui-même, qui a appelé à ne pas s'en prendre aux sunnites. Il y a des personnes infiltrées qui veulent ternir nos victoires en commettant des crimes et des violations sérieuses contre la sécurité et les biens de la population. Par conséquent, nous avons donné des ordres stricts à nos forces de sécurité et de police, aux chefs militaires et aux chefs des milices chiites. Des ordres difficiles à faire respecter. La bataille de Tikrit pourrait être l'occasion de venger le massacre de Speicher. En juin 2014, l'organisation de l'État islamique avait exécuté des centaines de jeunes recrues déguisés en civils, des chiites pour la plupart. En sport, football, à moins d'être limogé par ses employeurs, faut dire que Volker Finke restera à la tête des Lions indomptables du Cameroun jusqu'au 24 mai 2015, selon les termes de son contrat. C'est du moins ce qu'affirment des sources proches du dossier, alors que certains observateurs du football camerounais brandissent l'échec du technicien allemand pour réclamer son départ d'ici la fin du mois en cours. Sylvestre Hippolyte Zangaou. Indomptable. Depuis juin 2013, Volker Finke s'achemine vers la fin de son contrat. Ce dernier expire selon ses termes le 24 mai 2015 et non au mois de mars en cours. Il n'y a donc pas lieu de polémiquer sur les prérogatives qui lui sont encore reconnues, indiquent des sources proches du dossier. Ces mêmes sources soutiennent que Volker Finke, après ce mois de mars, continuera à bénéficier des avantages dus à ses fonctions et à prendre les décisions qui relève de sa compétence de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, tant que ses employeurs n'en ont pas décidé autrement. Une position que certains observateurs du football camerounais sont loin de partager, au vu des résultats réalisés jusqu'ici par Volker Finke. Deux compétitions majeures sans succès avec les Lions indomptables. D'abord la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Le Cameroun, précocement éliminé, est dernier de la compétition sur 32 pays participants. Ensuite, la Coupe d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Sortis dès le premier tour, les Lions indomptables sont derniers de leur groupe, derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Mali. Rentré au bercail, le sélectionneur des Lions indomptables n'a plus donné de nouvelles. Alors que les spéculations se multipliaient sur la qualité des adversaires que le Cameroun va affronter en amical lors de la prochaine période FIFA, le technicien allemand est toujours resté muet. Jusqu'à ce 11 mars 2015, lorsque l'Africa Foot dévoile que le Cameroun affrontera la Thaïlande et l'Indonésie. Des choix comprennent certaines fans des Lions indomptables qui ont bénéficié de l'onction de Volker Finke, qui visiblement n'a pas trouvé mieux sur le marché. À cela s'ajoute une liste de joueurs convoqués pour ces rendez-vous du 25 et du 31 mars prochain. Pour l'instant, le technicien allemand n'a effectué aucune sortie pour justifier ses choix, encore moins ceux de la Thaïlande, 143e pays mondial, et l'Indonésie, 158e pays mondial au classement FIFA de février 2015. Le Cameroun va se lancer dans les éliminatoires de la CAN 2017 dès le mois de juin 2015. Le contrat de Volker Finke sera arrivé à terme, mais rien n'empêche à ses employeurs de le renouveler, tout comme de limoger le technicien allemand sans attendre la fin de son bail à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Toujours en sport, il faut noter en note que le premier coup de pédale en ce qui concerne le Tour cycliste du Cameroun aura lieu demain. 80 coureurs sont au départ à la ligne de départ et la distance Yaoundé-Bafia sera donc parcourue par ces cyclistes.
Information à caractère publicitaire, encore des invités prestige à l'aéroport international de Douala. La comédienne camerounaise C'est la vie et le journaliste français Philippe Doucet sont depuis hier dans la capitale économique. Ils viennent prendre part au 5e gala de partage de la fondation Les Perles de Frévis. Reportage. À la fréquence d'atterrissage des avions sur le tarmac de l'aéroport international de Douala, les artistes invités au 5e gala de partage de la fondation Les Perles de Frévis, eux aussi suivent la cadence. Heureuse élue d'un casting très serré d'artistes invités, C'est la vie Noué est de retour sur le berceau de ses ancêtres. La joie n'est pas mesurée. Quand on entend que c'est pour la bonne cause, donc une soirée caritative, ça fait toujours plaisir. Quand on a du temps, on veut donner. Et puis ça fait 7 ans que je suis partie. Donc 7 ans que les Camerounais ne m'ont pas vu jouer. Je vais jouer ce samedi. Ça veut dire que ça va chauffer. Tout ce que j'ai appris de l'autre côté là, tout ce qui est dans la tête là, ça va sortir. Un autre invité prestige de la fondation Les Perles de Frévis, c'est cet homme, Philippe Doucet. Très connu des téléspectateurs camerounais, journaliste féru et spécialiste des questions de football chez Canal+. Philippe Doucet est là, cette fois-ci, sans sa palette. Pour lui, il n'y a pas que le football dans la vie. J'avais promis depuis plusieurs années, j'avais promis que je viendrais. J'ai été très gentiment invité pour cet événement. L'humanitaire, il faut savoir se déplacer de temps à autre pour des événements comme ça, quand on le peut. Et ces dernières années, j'avais pas pu. Là, j'avais promis que je pouvais et que je viendrais. Je suis là. C'est la vie, comme Philippe Doucet, sont sortis des entrailles du JA, Boeing 767 de Camerco, en provenance de Paris. 2 invités prestige du grand gala du partage des Perles de Frévis, passager de l'Étoile du Cameroun, qui a conduit à un fort déploiement du transporteur officiel du plus grand événement de ce premier trimestre de 2015 au Cameroun. C'est pour montrer l'importance qu'on accorde à ce partenariat et qu'on a avec les Perles de Frévis. Et là, c'est un gala de charité en faveur des enfants, et donc Camerco étant une société nationale et d'une dimension internationale, c'est tout à fait normal qu'on s'implique et qu'on démontre là la responsabilité sociale de l'entreprise. À quelques heures du grand rendez-vous du Castel Hall, Sophie Ben Rosalem, une perle de Frévis et en charge des relations publiques, se veut rassurante. Je prépare et je crois qu'on est déjà prêt, malgré il y en a qui arrivent encore, les étudiants de Harvard. On est prêt à fêter notre 5e bougie. À toi, c'est la vie, pour le mot de la fin. Pour ceux qui ont l'argent, venez donner, laissez parler vos cœurs. Samedi 14 mars 2015, au Castel Hall de Douala. Dieu vous le rendra. Donc venez. Pour être tout à fait complet sur ce grand gala de partage de la fondation des Perles de Frévis, notez que 23 étudiants de l'université de Harvard sont aussi depuis quelques heures à Douala. Ils sont belges, français, polonais, sud-africains, kenyans et camerounais. Je propose d'ailleurs de suivre 2 d'entre eux. Ils ont été interviewés au moment où ils venaient juste de sortir de l'avion. À tout de suite. We're very excited to be here working with the Ferris Foundation. Thank you so much to them for getting us over here and helping arrange everything. But we're very excited to be here. We're all from South Africa and people from across the world, and we're all very excited to be here today. C'est la première fois que je viens en Afrique subsaharienne. Donc je suis française, j'ai habité en Indonésie et maintenant j'habite aux États-Unis. Donc l'Afrique semblait être l'étape d'après naturelle. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir le Cameroun en tout premier. On espère partager un peu sur notre expérience aussi internationale et aussi je pense essayer d'avoir un échange pendant le peu de temps qu'on est là avec eux. Ensuite, Orange Cameroun, à l'ère de la 3G+, l'accord y afférent vient d'être paraphé à Yaoundé entre le gouvernement camerounais et l'entreprise citoyenne. Reportage. 75 milliards de francs CFA. Trois signatures. Échange de parapheurs. Une poignée de main pour sceller l'accord. Et voilà, l'entreprise de téléphonie mobile Orange et l'État camerounais
pour une nouvelle aventure de 15 ans. Un renouvellement de l'accord de concession de la téléphonie mobile entre les deux parties qui confirme un partenariat fructueux. Un renouvellement fruit de longs mois de négociations âpres. La joie qu'expriment l'aîné des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun est donc sans commentaire. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce que ce renouvellement, nous l'avons souhaité, nous l'avons demandé. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet de rentrer de plein pied dans le monde du digital. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet d'apporter à nos clients le meilleur de ce que la technologie peut offrir aujourd'hui. C'est donc une nouvelle page significative que vient de réinscrire Orange Cameroun dans le catalogue de la téléphonie mobile au Cameroun. Un renouvellement de l'accord de concession qui ouvre les portes d'une nouvelle ère technologique avec l'arrivée de la 3e génération plus. Désormais, se déplacer et agir plus vite devient une réalité au Cameroun. On sait combien le développement de l'Internet mobile notamment peut être important dans la vie des gens, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, tout simplement du divertissement. Donc nous sommes vraiment très contents d'être aujourd'hui capables d'offrir ça à nos clients dès aujourd'hui, à nos clients non seulement dans les grandes villes comme Douala Yaoundé, mais dans une vingtaine de villes dans le pays. J'en ai cité un certain nombre, Garoua, Maroua, Bafoussam, Bamenda, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc nous sommes vraiment très contents de participer et d'amener nos clients dans cette nouvelle ère qui est l'ère du digital, qui révèle beaucoup d'opportunités à plusieurs titres pour l'ensemble de nos clients et qui, comme disait le ministre tout à l'heure, permettra, nous en sommes sûrs, d'accélérer la croissance dans le pays. Avec l'arrivée de la 3G+, les clients d'Orange Cameroun pourront mieux communiquer avec des services ayant pour but de naviguer à grande vitesse sur Internet, échanger plus vite et partager encore plus de choses avec des proches, mieux s'informer avec des outils permettant de tout savoir sur le monde en un clic, mieux travailler avec la mise à disposition du Cloud Pro qui permettra aux entreprises d'accéder partout et quand elles veulent à leurs données stockées sur un serveur virtuel et mieux se divertir grâce à des services tels que le jeu en ligne, l'accès à la télévision d'Orange, à la musique en ligne avec Deezer. Les plus de 7 millions de clients d'Orange Cameroun se voient ainsi s'ouvrir devant eux un nouvel univers digital plus performant, plus rapide et à la portée de tous. Le gouvernement attend le développement fulgurant des communications électroniques et